Mon deuxième invité est Zam Ebalé Martino, qui vient nous parler de son livre et de son spectacle qui porte le même nom, Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Bonjour Zam. Bonjour Isabelle, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc on te connaît déjà bien puisque tu animes également une émission le jeudi dans la Diaspora Chuchote. Vision libre, c'est bien ça? Oui, c'est ça, le premier jeudi du mois, tous les premiers jeudis du mois. Donc tu es chorégraphe, danseur et chanteur, tu es un artiste pluridisciplinaire comme on dit, mais aujourd'hui tu es venu nous parler de ton livre et de ton spectacle. Le spectacle aura lieu à l'Espace Sangor dans le cadre du festival Regards croisés Afrique-Europe et donc ton spectacle c'est le 27 mars à partir de 18h30. Donc peux-tu nous parler, on va commencer par parler du livre si tu veux bien et puis on parlera du spectacle. Donc le titre, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce titre? J'ai choisi ce titre parce que c'est un vécu, tout simplement, et parce que je voulais exprimer aussi ce que je crois tout le monde a déjà ressenti un jour. Hein. Tout le monde a déjà ressenti, s'est déjà ressenti au mauvais endroit, au mauvais moment, et peut-être dans le mauvais corps, mal dans sa peau, et ainsi de suite. Donc c'est un livre hybride qui est à la fois un roman, un peu romancé, qui est à la fois mon parcours, et qui est également à la fois ma pédagogie, et qui dit danse, dit corps, et des fois on doit d'abord s'apprivoiser nous-mêmes, accepter qui on est au niveau identitaire, et on peut passer par ce processus de naître au mauvais endroit, de se sentir être né au mauvais endroit, au mauvais moment et dans le mauvais corps. Oui, donc la question de trouver sa place finalement aussi. Oui, tout à fait. Ce qui est en fait l'explication du titre Un rond dans un carré, qui est le titre de l'émission. C'était aussi lié au fait de trouver sa place. Donc merci pour l'explication du titre. J'ai été impressionnée donc en lisant ce livre par le nombre d'éléments, les détails, que ce soit au niveau de la technique des arts africains, que ce soit au niveau des dates ou des événements. Comment as-tu fait pour tout mémoriser et tout retranscrire dans ton livre? Déjà, c'est un projet qui a duré 5 ans. Je remercie d'ailleurs Gérard Adam, qui est l'éditeur du livre, avec les éditions Méo, ça s'appelle. Et il a vraiment été patient. Quand je dis que ça a duré 5 ans, ça veut dire que je suis passé par le fait de ne plus vouloir l'écrire, parce que c'est un processus un peu de guérison aussi. Et comment j'ai fait pour retenir tout ça? C'est un vécu. Oui. Je crois que c'est le vécu, il part de tout ce que j'ai vécu, qui fait partie de moi, qui m'a forgé, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Tu m'avais dit que tu écris énormément et donc tout au long de ta vie, tu as toujours pris des notes, tu as toujours écrit. Donc oui, parce que je me disais qu'il fallait écrire des choses qui m'ont marqué ou bien écrire des projets ou écrire le processus d'évolution des choses aussi. Donc par rapport à ça, oui, j'ai dit ça a duré 5 ans, mais en fait, c'est un projet de toute une vie. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'écrire, même si ça va pas paraître ou bien leur écrit ne va pas être édité, mais c'est bien d'écrire. C'est curatif. Voilà, c'est ça, c'est thérapeutique et ça aide aussi à exorciser peut-être certaines peurs ou à permettre de concrétiser aussi des objectifs. Tu abordes énormément de thèmes passionnants dans ce livre, notamment le thème de la lèpre, où tu parles de ton grand-père, Mvom Herman, qui était atteint de cette maladie. Donc au début, tu expliques que tu avais un peu honte et qu'il y avait un tabou autour de cette maladie dans ta famille. Et donc effectivement, ce livre t'a permis aussi de faire face à cette question-là, à la question de la honte. Oui, mais il y a un tabou, il y a toujours un tabou. De toute façon, je pense que peu de personnes connaissent... la réalité par rapport à la lèpre aujourd'hui. Déjà, quand tu regardes par rapport à l'histoire, la lèpre a toujours été considérée comme quelque chose qui est une malédiction, comme quelque chose qui est avec le judéo-christianisme, comme quelque chose qui est quelque chose que tu payes, malédiction, rejet. Il y a plein de mythes comme ça qui entourent la lèpre. Bref, la lèpre, c'est pas un sujet joyeux. Je pense que c'est même une maladie qui est encore plus... où les gens sont beaucoup plus exclus encore que les gens qui ont HIV aujourd'hui. C'est toujours mal connu, on ne connaît pas les modes de transmission, on pense que ça se transmet très très vite. Toujours est-il que j'ai collaboré avec des scientifiques qui ont une association des lépreux du monde entier
Et ils font des colloques dans le monde entier. Ils sont ici en collaboration avec l'Université de Louvain. Et j'ai assisté déjà à plusieurs conférences où on explique justement qu'il faut sensibiliser les gens par rapport au degré de contamination, par rapport au fait qu'il ne faut pas forcément exclure les gens. Il faut savoir, il faut s'informer, il faut informer les gens parce que comme c'est une maladie qui est obscurcie, qui est juste reléguée sur le plan, comme j'ai dit tout à l'heure, de la malédiction. Donc, du coup, les gens ne savent pas. Oui. Donc, par rapport à ça, évidemment, j'ai appris de manière déjà sous forme de rumeur que l'une des personnes de la famille, que j'étais descendant au deuxième degré dans lépreux, dont je suis petit-fils. Et petit à petit, moi, ma curiosité a aiguisé de plus en plus ma curiosité. Donc, j'étais partagé par le fait de respecter la famille, parce que la famille, toutes les familles du monde entier ont leurs blessures, leurs tabous. Mais par contre, j'étais partagé aussi par le fait de mettre un mot dessus, pas en transcendant évidemment la famille et tout, mais mettre juste un mot sur le rejet. Oui. Je parle du rejet en général. Oui, donc mon grand-père, avec fierté, de toute façon je le dis avec fierté, c'est pas du tout avec honte ni quoi que ce soit. Je suis issu de cette famille où il y a un grand-père lépreux et je suis ce que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Et donc tu as un parcours incroyable et tu as transformé tout ce qui était justement lié à ce qu'on pourrait associer à des faiblesses ou à des hontes ou des peurs ou des culpabilités. Tu les as transformés en force grâce à ce que tu avais en ta possession, c'est-à-dire la danse et le chant. Et donc tu parles des rituels Mengan accompagnés au Nkul. Oui, oui. Le Cameroun est une très très grande mosaïque. Il y a environ 287 ethnies, quelque chose comme ça. Et moi, je suis issu du sud Cameroun. C'est une culture assez forte, déjà parce qu'elle est non seulement c'est le littoral, mais c'est aussi la forêt. Donc, par rapport au fait que c'est le littoral, donc on a quand même accueilli. On était en confrontation, pas en confrontation, oui, plus ou moins, avec des cultures étrangères. Je crois que les Européens sont venus par là, ils ont découvert le Cameroun et ont donné le nom, pour la petite histoire, Cameroun vient de Camarões, qui veut dire crevette en portugais. Donc Rio dos Camarões, c'était la rive aux crevettes. Donc du coup, notre ethnie, je suis issu de cette partie-là du Cameroun, qui est à la fois littoral et forêt vierge. Et dans la forêt vierge, tu côtoies les pygmées. Et puis, la culture, il y a quelque chose qui foisonne là, qui est non seulement pas facile, pas très accessible d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de rituels, des choses comme ça, et de sociétés secrètes, on va dire aussi, qu'on y croit ou pas. Des fois, les gens croient que c'est la superstition. Mais toujours est-il que, fort de tout ça, il y a quelque chose de mystérieux et de mythologique aussi derrière. Donc le Mengan, lui, c'est une des danses, une des 5 danses et chants de la région du sud Cameroun, des Boulous, ça s'appelle les Boulous, qui sont issus de la grande tribu Fang, dont les Fang Beti. Tu as des Fang au Cameroun, tu as des Fang au Gabon, en Guinée équatoriale, au Mozambique, en Angola, en République centrafricaine, au Congo. Donc du coup, c'est vraiment un grand peuple. Et le Mengan, c'est une danse qui est issue qui est inspirée justement de ces pygmées qui sont exilés, rejetés des familles, qui vivent dans un camp. Alors, ils développent plutôt une sorte d'espièglerie et de recul par rapport à ce qu'ils vivent et du second degré. Donc, les pygmées, les lépreux sont des gens qui s'amusent beaucoup, qui boivent beaucoup, qui font beaucoup l'amour, qui font des enfants et qui dansent beaucoup, qui chantent beaucoup. Donc, le Mengan fait partie de ce rituel qui a été créé initié par et inspiré des mélopées pygmées de la forêt, pour guérir, ou pas pour guérir, mais guérir psychologiquement du mal, en fait, de transcender la douleur. Donc ils se dansent assis, parce que, pour la petite histoire, ils n'ont plus les bras, les lépreux. Et par contre, ça a été repris, c'est ça qui est contradictoire, ça a été repris par ceux mêmes qui les ont rejetés.
les populations des villages. Et Ngour veut dire Ngour, ça veut dire ronger. Mbang, ça veut dire la pierre et qui symbolise un peu la déesse qui va venir de la forêt, guérir et soigner ses malades. Donc Ngour Mbang. Le Mengan, c'est une danse qui vénère un peu cette forme de déesse qui vit dans la forêt. Très bien, c'est passionnant. Donc tu es historien aussi, c'est ça? J'essaie. On pourrait t'écouter pendant des heures parler de tout ça. Donc on a parlé de ton grand-père, mais deux personnes qui ont eu énormément d'impact sur ton art et ta vie en général, ce sont ta grand-mère, Mama Belle, et ta maman. Mm-hmm. Donc qui j'imagine pour toi sont des reines. J'ai vu une photo de ta maman qui est magnifique et Mama Belle est magnifique également. Et donc ce sont des personnes qui ont tout de suite vu en toi ton talent et qui t'ont poussé et qui t'ont initié à toutes ces danses et tous ces chants. Et oui, bien sûr, on verra ça dans le spectacle pour ceux qui vont le voir. Je travaille beaucoup ces images-là parce que je suis le seul garçon du spectacle, c'est un peu autobiographique. Et il y a quatre femmes dans le spectacle et qui représentent un peu ça, c'est-à-dire ce que les femmes m'ont apporté. Je pense que ma mère et ma grand-mère, je leur dois beaucoup, donc j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude, mais j'ai appris aussi à avoir du recul avec ça, parce que je ne danse pas et je chante pas parce qu'elles m'ont demandé de danser. C'est un choix. Sinon, c'est un choix peut-être aussi. C'est une mission que j'ai prise moi-même et tu l'as appropriée, mais tu l'as transformée. Mais j'ai beaucoup un sens de gratitude. Bien sûr. Page 51 donc, du livre, tu écris « Ma mère me dira un jour que je ferai ce qu'elle n'a pas pu faire. Avec une mère comme Mama Belle, elle était destinée à devenir danseuse, chanteuse et percussionniste. Mais elle a sacrifié sa vocation à la vie d'épouse et l'éducation des enfants. Elle était vraiment douée. Elle enregistrera d'ailleurs une 50aine de chansons de sa composition. » Ouais. Elle s'est résignée. Moi, j'aurais pas fait ça. Hein. Moi, je me serais arrêté avant moi. Je suis le 7e enfant. Elle m'a fait. Moi, je n'aurais pas fait moi, en fait. Mais merci quand même. Et puis, elle en a eu 10. Donc, et moi, je voyais cette femme. Je me disais, mais quel gâchis. Et quel gâchis par rapport à son talent, par rapport à comment elle chante et tout. Mais après, pourquoi pas? C'est ton choix. Oui. C'est une mission. Je crois que réussir sa vie, ça a plusieurs dimensions. On peut réussir sa vie en tant qu'épouse, en tant que mère, par rapport au métier aussi. Elle était couturière, elle était assez épanouie aussi dans son métier. Oui, elle a étudié la haute couture à Paris. Voilà. Et voilà, donc oui, c'est une femme que je admire, mais avec quand même du recul, je la vois comme une femme. Et, évidemment, elle m'a porté, mais je ne veux pas rester dans l'émotionnel de la voir. Je ne veux pas que ce soit un poids. Oui, tu l'as descendu du piédestal, en fait. Et démystifier. Voilà. Oui, bah c'est un beau travail, c'est un beau cheminement qui n'est pas évident et que tout le monde n'arrive pas à faire, effectivement. C'est une amie maintenant. Ah, c'est super. Et donc, oui, pour continuer, Zam, tu es aussi chanteur. Et donc, on va écouter un morceau de ta composition qui s'appelle « La paix ». Tu nous expliqueras après d'où vient ce morceau, comment il est né. Merci. La paix, Colanessi, la paix, Colanessi, la paix, Colanessi, la paix, Colanessi, la paix, Colanessi. Besoin de toi, de moi, de lui, de nous, de vous, pour construire la paix. Malon wa ama agne abote bus, nabi comme si. Elle ne vient pas du voisin, mais de toi et moi. Elle ne vient pas du prochain, mais de toi et moi. Yeah, yeah. Colanessi, la paix, Colanessi, la paix, Colanessi, la paix. Colanessi, la paix, Colanessi, la paix, Colanessi, la paix. Diplomatie, discussion, quelques clés pour construire la paix. Bien y'a no fombe l'amour, bien y'a no fombe ce ne tient, en ne bien y'a l'amour. Elle ne viendra
part du voisin, mais de toi et moi, elle ne viendra pas du prochain, mais de toi et moi. Colonissi, la paix, colonissi, la paix, colonissi, la paix. Colonissi, la paix, colonissi, la paix, colonissi, la paix. Construis la paix, toi et moi. Mais comme l'amour, biawo. Mais comme Akiti, oh nos enfants, vivons égaux. Colonissi, la paix, colonissi, la paix, colonissi, la paix. Colonissi, la paix, colonissi, la paix, colonissi, la paix. Tout dépend de toi, tout dépend de moi, tout dépend de nous. Oh, 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 toi, tout dépend de moi, tout dépend de nous. Colonissi, oh, colonissi, oh, aboro, c'est la peur. Colonissi, oh yo 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 yo, colonissi, oh, aboro, oh, 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 colonissi, oh, aboro, colonissi, oh, yeah, colonissi, oh yeah, colonissi, oh yeah, aboro, c'est la peur. Peace and love, peace and love, peace and love. Voilà la clé pour faire la paix, c'est le dialogue. Voilà la clé pour faire la paix, c'est le dialogue. Voilà la paix pour faire la paix, c'est le dialogue. Peace and love, peace and love, peace and love. C'était le morceau La Paix de Zam. Peux-tu nous expliquer la genèse de cette chanson ? Bah, la paix, qui n'est pas sensible à la paix et à l'amour. Voilà, ça va ensemble en général. Ah, bon, après la paix, je crois que la paix, c'est d'abord se sentir bien, se sentir en paix déjà soi, au niveau individuel, parce que des fois, on utilise des grands thèmes comme ça de manière très pompeuse. Et sur les fêtes, on transcende l'individu. Je crois qu'elle doit d'abord partir de l'individu, de construire cette paix et de ne pas l'attendre du prochain, comme je le dis. Donc c'est une chanson que j'ai écrite un peu en fonction de tout ce qui se passe un peu au Cameroun. Après, d'autres diront des chansons comme ça fait un peu cucu, la paix, machin. Mais oui, ce qui est création de valeur peut paraître cucu. Tout à fait. Parce qu'on vit déjà aujourd'hui avec cette épidémie de coronavirus. On voit que ce n'est que maintenant que les gens pensent qu'il faut se nettoyer les mains tout le temps. Quand on tousse, il faut se protéger les autres. Enfin, ça paraît comme ça simplet au départ, mais bon, voilà. Donc, c'est une chanson pour rappeler un peu que c'est important la paix. Oui, et que, comme tu dis, la paix commence d'abord par soi et en soi. Ouais, et ça. Je pense qu'effectivement, on ne le dit jamais assez. Et donc, ce thème, qui est un thème, comme tu dis, qui peut paraître simplet, est aussi au cœur de la philosophie bouddhiste. Donc ça nous amène à ta pratique bouddhiste et à ton envie d'aller vers plus de spiritualité. Peux-tu nous expliquer plus ou moins comment, enfin en résumé, comment tu es arrivé vers cette pratique ? Ah oui, c'est vraiment une pratique qui m'a
qui a forgé toute ma jeunesse parce que j'avais la vingtaine quand j'ai rencontré cette philosophie qui au départ pour moi est une philosophie. Après on peut la vivre comme une religion, je la vis comme une religion parce que je la pratique régulièrement, j'appartiens à une organisation et tout. Étant sans toutefois tomber dans du proxélytisme, je crois juste que se forger une vie spirituelle est important parce que ce n'est que par là qu'on peut générer une force pour pouvoir braver tout ce qui nous arrive, en fait. Je ne sais pas comment les autres font, mais je pense que autant on mange, autant on regarde la télé, autant on peut faire des exercices physiques, autant on doit aussi cultiver le côté spirituel. Parce que quand on observe un peu le monde aujourd'hui, l'évolution il n'a été que dans un sens. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit des grands mouvements qui veulent vraiment revenir sur réveiller ce qu'on a de potentiel en nous tous. Donc, le bouddhisme, je l'ai rencontré à la vingtaine au Cameroun. Donc, quand j'arrivais ici en Belgique, ça faisait 7 ans que je pratiquais déjà. Et je continue ce travail qui, pour moi, est le plus précieux. Et quand on dit amis les danseurs, chanteurs, chorégraphes, auteurs, moi, je dirais d'abord, le travail qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ce nettoyage de ma vie au plus profond par la révolution humaine. Et par un travail, un training spirituel, on va dire. C'est ça c'est mon premier travail, on va dire. Bah, du coup, j'ai souligné 2 phrases dans ton livre. Une, page 167, qui dit « Tout travail artistique véritable repose sur un fondement spirituel ». Et à ce moment-là, tu parles de l'animisme. Et alors, une autre phrase que j'ai repérée, page 56, qui dit « Je suis constituée par l'essence de mes 3 racines, africaine par ma grand-mère, européenne par l'éducation que m'ont donnée mes parents, asiatique par ma pratique du bouddhisme. Elle me ramène à l'essence de l'humain. » Tous les continents, en fait. Moi, je me considère, en fait, comme un citoyen du monde. Moi aussi. Simplement. Et en passant, tu as fait du très bon travail en relisant et en préparant l'interview. C'est magnifique. Mais en tout cas, ça me faisait vraiment plaisir. Ça faisait déjà longtemps qu'on en discutait, on en avait envie d'en parler tous les deux. Et donc, ça fait plaisir aussi d'avoir l'occasion d'en parler à la radio et de pouvoir partager ça pour le plus grand nombre. Donc, on va parler d'un sujet qui fait partie de ton livre et qui est important puisqu'il fait partie de qui tu es. C'est la notion de masculin-féminin que tu appelles femme et minja, donc homme-femme, ou encore tu parles de la notion de hacheng, homme ayant les talents et les qualités de souplesse d'une femme. Parce que quand quelqu'un danse, chez nous, quand on dit il est hacheng, en général, dans le mot hacheng, il y a une tendance ou une intention de dire c'est les femmes qui dansent bien, en fait. Donc, s'il est hacheng, ça veut dire qu'il danse plus ou moins comme une femme. D'ailleurs, l'une des danses la plus importante de notre région, qui est le bikutsi, est une danse portée par les femmes où les femmes s'émancipent. Et les femmes disent ce qu'elles vivent et elles transcendent tout. Et il n'y a pas de censure, elles parlent de sexe, elles parlent de tout. Donc la place de la femme, finalement, en Afrique, contrairement à ce qu'on peut penser, la femme a un positionnement très très fort dans la société. Et pour la petite histoire, femme veut dire garçon à notre langue. Quand on dit tu es un garçon, on dit on est femme. D'accord. Quelque part. Et bon, cette notion de femme et homme, de yin et yang, de masculinité, féminité, je sais pas, je parlais une fois avec quelqu'un qui est transgenre et qui me disait... a raison, quand on commence à développer notre conscience, quand on est enfant, avant de développer notre conscience, je ne pense pas qu'on est vraiment sûr de ce qu'on est. En fait, tout le monde, en gros, platement, tout le monde a un côté masculin, un côté féminin qu'il faut développer. Après, les choix sexuels des uns et des autres, c'est encore un autre débat. Mais oui, tout à fait. Oui, à un moment donné, dans le livre, tu parles du mal-être que tu ressentais au fond de toi et de la dépression dans laquelle tu as dans laquelle tu as failli tomber. Et donc, ça t'a permis quand même tout ce travail, encore une fois, sur toi-même, toute cette spiritualité que tu as en toi, ça t'a permis de transcender tout ça et d'être la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu t'identifies encore aujourd'hui comme femme et minja? Non. Je m'identifie aujourd'hui comme l'humain, comme un humain. Oui. C'était un processus et je pense que le processus continue.
Et plus il continue, plus je ne m'attarde plus à défendre un genre ou un autre. Je défends la vie. Oui, très bien. Je vais passer, pas tout à fait du coq à l'âne, puisque ça fait quand même partie de ce que tu as vécu. Donc on sait que c'est parfois le parcours du combattant pour un Africain d'arriver en Europe et que l'accueil qu'il reçoit n'est pas toujours aussi chaleureux qu'il le souhaiterait. Et ce fut ton cas, tu as été sans papier pendant 7 ans. Et donc j'aime bien un passage du livre où tu expliques ceci. Si je repense aujourd'hui au Martino Zam de cette époque, c'est avec un mélange de tendresse et de sévérité. Lorsque j'ai commencé à être une star au Cameroun, cette célébrité arrivée trop tôt a fait en partie de moi, je l'avoue, un sale gamin, capricieux, impatient, même s'il était pétri de bonnes intentions et s'il menait, même s'il menait contre l'injustice un combat authentique. Quand j'aurai pris de plein fouet mes 7 années de sans-papier en Belgique, je comprendrai qu'elles m'ont sauvé de cela. Il m'arrive souvent qu'on s'étonne du contraste entre mes aspects diva et mon besoin de spiritualité. J'ai trouvé ça très fort. J'ai bien aimé l'authenticité et l'honnêteté, en fait. Il y a eu énormément de passages où je me suis dit, waouh, il dit les choses, il n'a pas peur de ce qu'on va dire de lui, de se montrer tel qu'il est. C'est un livre où tu te mets à nu. Ouais, je pense que la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir beaucoup de problèmes. C'est d'avoir beaucoup d'épreuves et beaucoup de souffrances. Qui aujourd'hui, toutes les larmes que j'ai coulées, sont des larmes qui ont finalement nettoyé mon karma, comme on dit. Donc finalement, ce qui reste, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que je pourrais dire aujourd'hui que je m'assume, j'assume mes choix, j'assume qui je suis, j'assume qui je suis physiquement, j'assume le regard que les autres portent sur moi, parce qu'il y a 2 sortes de regards. Il y a ce qu'on est, et il y a la réputation que les gens te donnent. Mais des fois, les gens te donnent une réputation en jugeant, ou bien en regardant la façade. Donc, l'exercice que j'ai fait dans ce livre, c'est que je suis conscient du regard que les gens ont sur moi et que je suis conscient de la vitrine, de ce que je montre et que je peux tu sais, on peut même manipuler le regard que les autres ont sur nous. Il y a eu, je me rappelle, Lady Di qui s'est un peu vengée en utilisant un peu les médias. Tout à fait, en changeant son look et en étant sympa avec les journalistes, etc. Voilà, je pense juste qu'il faut assumer. Pour plaider ses causes, parce qu'elle avait des causes à défendre et ça l'a aidé d'avoir la presse de son côté. Il faut assumer. Je pense qu'il faut juste assumer. Et ce que je donne comme exemple ici, c'est juste inspirer les autres d'un modèle humain. C'est pas inspirer des autres d'un bon modèle humain. J'enlève le mot bon, d'un modèle humain. Je pense que tout ce qu'on vit et qu'on voit, et les actions des gens, qu'elles soient négatives, positives, elles sont juste humaines. Il n'y a pas un camp des méchants et un camp des gentils. Bien sûr. Je crois que la seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment honnêtement braquer les torches et les projecteurs dans son cœur et voir les tendances ou négatives ou positives et travailler sur des réflexes qui ramènent plus nos intentions vers le positif. Tout le travail, si tout le monde fait ça, franchement, il y aura la paix dans le monde. Mais oui. Donc, je vous propose d'écouter un autre morceau de Zam qui s'appelle Divorce, justement. My baby, wango zaya mavenue lezam, et on was my baby, ma bane awo, mazu jibi kola lokitu, ma bane awo. Zukola lodina Makia Jaladam
journée man le mot jamais ce que fait me va Makia jalada Mazuji bikola lodi Maulu amatiku yo Yon wazuma be Wazaya mabayu lezum Yon wazuma la lookite me venir me venir ma souci bicon la lookite me venir Zika mutatele Tumbele tumbe Makia jalada Mazita mokola lodi Makia mando majalada Oui, vous êtes dans l'émission Un rond dans un carré en collaboration avec la Diaspora Chuchote. Mon invité, Zam Ebale Martino, danseur, chorégraphe, auteur et artiste pluridisciplinaire, est venu nous présenter son livre et son spectacle qui porte le nom « Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps ». Le spectacle aura lieu le 27 mars à partir de 18h30 à l'espace Sangor dans le cadre du festival Regards croisés Afrique-Europe. Merci Zam d'être parmi nous. Avec plaisir Isabelle, merci pour l'invitation. Oui, merci, avec plaisir également. Je voudrais continuer à parler de ton livre qui évidemment regorge d'énormément d'éléments aussi passionnants les uns que les autres. Je voudrais revenir sur la question de la masculinité. La semaine passée, j'ai reçu le danseur chorégraphe Harold George qui présentait son spectacle Making Man et qui traite justement de la masculinité. Il y a un passage dans ton livre, page 50, où tu parles de ton père. Tu dis « Mon père était obsédé par nos études. Après sa mort, j'éprouve une certaine sensation de liberté. Je me dégage du stéréotype de l'homme fort, puissant. Je m'autorise quelque peu à être moi-même avec toutes les nuances de sensibilité que je découvre en moi. » Oui, je l'admire, mon père. Je crois qu'il... Bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui. Il est décédé quand j'avais 9 ans. Et lui, il en avait 32. C'est trop jeune. 34, c'est trop jeune. C'est très jeune. Quel gâchis. Mais il était une symbolique pour moi qui... il a vite fait tout ce qu'il a pu faire. Il a eu 2 femmes, il a eu 11 enfants. Il a étudié à Paris, il travaillait dans les services secrets de la présidence de la République. Donc, on peut dire qu'il a réussi, mais moi, je ressentais quelque chose de plus profond qui ne m'inspirait pas, sans juger.
cette image-là de cliché de l'homme dans la société, je sentais plus quelque chose où c'était plutôt, encore une fois, ma mère et ma grand-mère qui m'inspiraient. Et d'ailleurs, le majordome de la maison qui m'inspirait encore plus au niveau masculin, parce qu'il travaillait avec ses mains, il faisait le ménage, il coordonnait tout à la maison pendant que mon papa allait au travail. Donc j'ai envie de dire, j'ai très vite compris, pour moi, hein, à mon sens, l'essentiel, qui est, on ne mesure pas la valeur de quelqu'un par rapport à homme ou femme, ou par rapport à sa situation dans la société, parce qu'en général, l'image de l'homme, c'est réussir dans la société, s'occuper de sa famille, avoir une belle maison, une belle voiture, tout ce qui est autour de l'homme. En fait, c'est comme si l'homme transcende finalement ce qu'il est physiquement et ce qu'il ressent. Par exemple, je donne des cours de danse, il y a un homme sur 15 nanas, quoi. Et ça, tu sens que les hommes ne sont pas trop proches de leur corps. Il y a quelque chose à revoir là-dedans, je pense. Heureusement, ça évolue. Heureusement. En ce qui me concerne, je fais un cours de danse classique le vendredi soir chez Yantra aussi, où tu donnes cours. Et étonnamment, il y a 5 ou 6 garçons dans le cours. Donc, peut-être qu'ils sont professionnels. Non, amateurs. Et donc, je suis très agréablement surprise parce que moi-même, quand je faisais de la danse classique enfant, il y avait un garçon. Et là, adulte, je vois qu'il y a 5 garçons. Donc, je me dis, super, on est en train d'évoluer dans le bon sens. Oui, et contradictoirement, en Afrique, par exemple, les hommes dansent plus au niveau que ceux qui font vraiment carrière. Ils dansent plus que les femmes parce que la formation que je donne au Burkina Faso, je suis l'un des formateurs du cursus de formation professionnelle de 3 ans au Burkina Faso. Tu as sur 25 danseurs, tu as 3 filles. Parce que la culture veut que les femmes ne doivent pas trop se montrer, blabla, tu vois. Donc en fait, d'après la culture aussi, une notion qui est juste ici ne sera pas juste en Hollande ou en Afrique ou en Asie. Donc finalement, la vérité, c'est laquelle des vérités? Oui. Donc l'homme, c'est quel homme? Tout à fait. Pour revenir justement à la question de l'homme et de la masculinité, à un moment donné, tu as décidé d'arrêter de danser pour te consacrer au football. Donc tu aimais jouer au football malgré tout, mais oui, tu sentais que c'était pas complètement... c'est-à-dire qu'on est un peu plus ou moins influencé par son entourage, par la société. Et sur les 11 garçons à la maison, sur les 11 enfants, il y avait 2 filles, par exemple. C'est pratiquement déjà une équipe de foot, donc... Si tout le monde joue au foot et que tu ne joues pas, ça fait un peu bizarre. Donc tu as entraîné. Et puis le Cameroun particulièrement est vraiment doué. Les gens sont doués pour le foot. Hein. Les hommes, les femmes, c'est pareil. Après, je ne vais pas limiter, encore une fois, par le cliché de « Ok, c'est les hommes qui jouent au foot et les femmes, c'est les femmes qui dansent ». Je pense qu'il faut casser tous ces stéréotypes quelque part et être juste soi-même. À l'écoute de soi, de ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Oui, mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Hein. Il y a des jours où on y arrive et des jours où on n'y arrive pas. Et c'est vrai que un livre comme le tien est très inspirant aussi et je pense va donner envie à beaucoup de monde d'aller de l'avant, de rester motivé, de ne pas se décourager, parce qu'effectivement, ton parcours a été jalonné d'embûches, mais tu as réussi à dépasser tout ça et tu continues à dépasser tout ce qui t'arrive, les obstacles. Donc, je pense que c'est un livre qui peut vraiment être bénéfique au plus grand nombre et pas forcément à la jeune génération, pas seulement aux danseurs, pas seulement aux Africains. C'est le souhait, c'est pour ça que je l'ai écrit. Et la chanson qui passait tout à l'heure parlait des divorces. Je me rappelle que nous sommes dans une société où le divorce est un peu, j'allais dire mal vu, peut-être mal vu par rapport au judéo-christianisme, par rapport à les générations d'avant. Moi, je suis divorcé, en fait. Je viens de divorcer. C'est pour ça que je parle cette chanson, elle est un peu quelque chose où je me libère un peu. Pour moi, c'était un divorce joyeux, hein, de toute façon. Oui, j'allais le dire. Aujourd'hui, il y a des divorces. On fait des divorces, donc. Moi, je suis vraiment épanoui. Je ne regrette pas. C'est un mariage de 6 ans. Je ne regrette pas le divorce. Je ne regrette pas de m'être marié. Je ne regrette pas le divorce. Je ne regrette rien, en fait. Là, maintenant, je suis amoureux de nouveau. Je suis heureux, en fait. Mais je parle de ça parce que des fois, il y a des couples qui croient qu'ils doivent être obligés d'être ensemble.
et où il y a beaucoup de compromis, où le regard de l'autre. C'est vrai que c'est pas facile de se séparer. C'est vrai que je ne conseillerais à personne de se séparer de toute façon. Si on n'est pas allé au bout du processus, et parce que des fois, avec la société de consommation, on peut juste, ok, ça va plus, je m'en vais. Il faut vraiment aller au bout du processus, ce qui légitimement a été mon cas. Mais quand je regarde autour de moi, je vois vraiment énormément de compromis. Je crois que ce qui est essentiel, c'est que les deux personnes soient heureuses, peu importe qu'ils soient proches, éloignés, peu importe la distance. Il faut avoir la meilleure distance par rapport à tout. D'ailleurs, quand je donne les cours de danse, je dis la même chose. Les cours de danse sont aussi des cours de coaching, hein, je tiens à signaler. Donc tous les garçons qui nous écoutent peuvent venir au cours de ZAM à l'Académie Yantra. On manque d'hommes dans le cours. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus, c'est un super cours et où ZAM donc prodigue des bons conseils qu'on peut appliquer à sa vie de tous les jours. Donc venez nombreux. C'est pas à moi de le dire que c'est un bon cours. Tout ce que je sais, c'est que ce cours est vital pour moi. Il l'est pour moi aussi. Ben voilà. Donc oui, tu parlais du fait que certaines personnes divorcent et qu'on vit dans une société donc de consommation, d'individualisme, etc., où dès qu'il y a un problème, les gens se séparent. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'économiquement, parfois, on n'a pas les moyens de divorcer ou de retrouver son autonomie. Qu'est-ce que tu veux dire de le processus au niveau de paperasse et tout? Non, c'est-à-dire que parfois, on se dit, bon, ok, je me sépare, mais j'ai pas de rentrée d'argent suffisante pour prendre un appart tout seul ou pour avoir des revenus. Et il faut rester marié pour ça? C'est la question que je pose. Il faut pas rester parce que tu abordes le thème dans le livre à un moment donné. Sûr. Je pense qu'il faut juste être autonome et il faut travailler son autonomie à tout point de vue. Dans un couple, je pense qu'il y a d'abord deux individus et le couple, pour moi, est la troisième personne. Et après, on nourrit la troisième personne. Après, on peut évoluer différemment et la vision du couple, elle peut changer. Donc, en étant avec quelqu'un, moi, je prends mon cas à moi. Moi, je voulais acheter. Mais, acheter une maison ou un appartement? Un appartement, mais quand je sentais que, ce n'était plus ce que je voyais, donc je n'ai pas acheté. J'ai attendu. Donc, je pense que j'ai attendu aussi. En fait, pour moi, le divorce, c'est une libération. Moi, ça a été libérer l'autre. Hein. Parce que des fois, on reste aussi dans un couple pour ne pas blesser l'autre ou pour... en fait, vouloir ne pas blesser l'autre, des fois, c'est blesser l'autre. Parce que finalement, ça peut être un mal pour un bien. Oui, et que laisser partir l'autre, c'est aussi un acte d'amour. Voilà, donc laisser partir l'autre, dans mon cas, c'était aussi permettre à la personne de développer son autonomie. C'est ça que je voulais dire par... Au départ, que ce soit en couple ou pas dans un couple, je pense que par expérience, parce que je suis resté quand même 6 ans dans un couple, et c'est une très belle expérience, parce qu'on apprend beaucoup de soi-même. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est déjà idéaliser. Il faut déjà faire le premier deuil, c'est ce que tu pensais que le couple va être. Aussi respecter l'autre, parce qu'on ne peut pas changer l'autre. On peut inspirer l'autre, et c'est l'autre qui décide de changer ou pas. Et finalement, je pense qu'il faut veiller à l'autonomie à tout point de vue, de soi et de l'autre, que ce soit au niveau financier, que ce soit... Du coup, s'il y a une séparation ou quoi, la personne ne le sent pas, si elle a veillé à être autonome. Ça, c'est mon humble avis, hein, par rapport à mon expérience. Merci pour ton humble avis. Je voulais revenir justement sur ta carrière de danseur, de chorégraphe. Donc, tu as monté énormément de spectacles, aussi bien au Cameroun que à ton arrivée ici à Bruxelles. Il y a notamment un spectacle dont j'aurais souhaité que tu nous parles, qui s'appelle Akous. Et donc, ça s'appelle La Veuve aussi en français. Et tu dis que ce serait un jalon important dans la mise au point de ton concept artistique, c'est-à-dire puiser dans la tradition africaine et l'inscrire dans un langage chorégraphique contemporain afin de créer l'émergence d'une interculturalité. Oui. En écrivant ces livres et en créant tous ces spectacles, je crois que je me considérais encore comme chorégraphe. Mais aujourd'hui, je me considère même plus comme un chorégraphe. Je me considère comme un humain. Donc, j'ai beaucoup de recul. J'ai beaucoup de recul avec tout, en fait. Donc, je parle de ça déjà en général. Hein. Donc, quand je dis, oui, la compagnie de danse, parce que ça peut faire bizarre dans le monde qu'on vit aujourd'hui d'être à la fois danseur, chanteur, chorégraphe, auteur.
Parce qu'en général, on met les gens dans des cases. On est chorégraphe, mais tu chantes aussi, c'est bizarre. Tu es aussi auteur, mais c'est bizarre. Je trouve que les mentalités évoluent à ce niveau-là, justement. Encore une fois, heureusement, et je crois qu'on est pionniers. Nous sommes des pionniers dans ce sens-là. Parce que quand on voit qu'il ne faut pas limiter le potentiel de chacun. Je parle de potentiel, et le potentiel, pour moi, il est pareil pour tous. Oui. Donc, ce spectacle-là, il est pour moi juste... et c'est ça que l'Afrique a moi, je pense que si l'Afrique peut inspirer l'humanité, c'est fort de ces ressources d'inspiration. Parce que tu as la ressource d'inspiration traditionnelle, même des fois rituelle, et puis tu as la ressource d'inspiration urbaine, et puis tu as la ressource d'inspiration universelle, avec la rapidité des réseaux sociaux, on sait ce qui se passe à gauche, à droite. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'une fille comme Aya Nakamura surgit de nulle part et elle est devenue un modèle pour beaucoup de personnes qui n'avaient pas de modèle. C'est-à-dire les maghrébines, les jeunes africaines n'avaient pas une symbolique comme ça, une icône comme ça. Toutes les icônes, c'était des européennes et tout ça. Et je crois justement que le monde change et nous, Africains, artistes africains, on se devrait... Déjà, de toute façon, je le dirai jamais assez, la réussite d'un artiste, c'est de démystifier le fait d'être artiste en se réfugiant dans l'humanité. Démystifier le fait d'être artiste en se réfugiant dans son humanité. Déjà une. Et nous, Africains, je pense que la démarche qu'on peut faire, c'est de montrer au monde toutes ces sources d'inspiration qui, quelque part, c'est la mission de l'Afrique aujourd'hui, d'inspirer l'humanité en respectant les mêmes codes, notamment de création, et en rajoutant une petite épice qui, pour moi, l'Afrique n'a pas encore démontré tous ce dont elle est capable. Bien sûr. Pour beaucoup de raisons. Parce que peut-être que le dialogue a été faussé au départ, donc les Africains se sont dit, ok, comme vous dites que vous connaissez tout, ok, on reste dans notre coin. Peut-être que l'Afrique doit faire un peu plus, peut-être, je ne sais pas quoi, mais il faut, nous les artistes, transcender cette situation-là, briser les carcans, les limites, déghettoiser les choses, décloisonner et ramener sur la scène internationale ce petit plus qui est l'épice, l'essence africaine en fait. Très bien. Tu parles également d'un spectacle qui s'appelle Eke. Où es-tu ? Oui, voilà, tous ces spectacles-là, c'était aussi des moments de ma vie où voilà, je venais d'arriver en Europe. J'avais laissé quand même beaucoup de personnes que j'aime en Afrique. Et dans cet exil-là, qui n'en est même pas un, parce que finalement, je n'ai pas eu l'asile. J'ai eu le séjour illimité, mais mon histoire, je la considère comme une épopée où, encore une fois, j'ai traversé des braises. J'ai eu ce qu'on appelle, j'espère que tout le monde a ça à un moment donné, la traversée du désert. Que tu te retrouves dans une situation où tu te dis, je dois me dresser et traverser ce que je vois devant moi, seul. Donc dans ce processus-là, ces spectacles ont été calqués à des moments comme ça où j'arrive dans une société que je ne connais pas, je n'ai pas les repères, je n'ai pas les codes, et je laisse derrière moi une trentaine de danseurs, un centre culturel. Des enfants ? Non, je n'ai pas eu d'enfants. Les enfants avec qui tu faisais des travaux. Oui, c'est ça. C'était un peu tes enfants, non ? Oui, bien sûr. Non, même mes élèves dedans sont mes enfants. Parce que tout le monde peut développer l'aspect de parents, d'enfants et de souverains. Tout le monde a ces trois aspects-là. Donc oui, des enfants. Mais surtout, j'ai laissé des... Je pensais encore à ça aujourd'hui, je me disais, chacun sa croix, mais sa croix peut se transcender avec un travail spirituel en mission. Oui. Transformer le karma en mission. Mon histoire est la mienne, elle inspire juste les autres de ne pas tomber dans victime ou accuser le proche, accuser l'autre. Moi, j'accuse pas du tout les Belges, j'accuse pas l'Office des étrangers. Au contraire, finalement, à un moment donné dans ton livre, tu es justement reconnaissant d'avoir été cette force. Accueilli en Belgique, même si c'était pas simple, mais au final... Et cette force que j'ai développée, comme j'avais en tête Nelson Mandela, qui a mis 27 ans en prison. Après, c'est de là, parce qu'avant la prison, c'était un autre Nelson Mandela. Oui. Pendant la prison, il y a quelque chose qui s'est passé après il est devenu président de la République. Il a dû trouver la liberté en lui-même, oui.
et la sagesse. Oui. Parce qu'avant, ses actions étaient empreintes de bonne volonté, mais derrière, c'était un peu impulsif. Il a travaillé sur soi. Et lui, il dit, et j'aime beaucoup ça, il dit, sa prison, c'est son bureau. Et ses gardes, ses geôliers, il les appelle ses gardes du corps. Oui. En fait, la prison, finalement, avec... je respecte beaucoup les gens qui ont souffert énormément. Et du coup, tu changes de lunettes. Tu vois les choses de manière différente. Et pour lui, au lieu de voir des geôliers, il voit ses gardes du corps. Oui. Au lieu de voir la prison, il voit son bureau, où il écrit, où il a travaillé. Donc lui, 27 ans, moi, 7 ans sans papier, c'est rien. Donc, du coup, j'ai généré comme une énergie qui, aujourd'hui, évidemment, je la diffuse dans les cours de danse, je la diffuse dans ce que je fais. Voilà, donc tout simplement, les problèmes sont des bûches pour alimenter le feu. Oui. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça demande une force incroyable et j'ai l'impression qu'effectivement tu étais prédestiné à avoir cette vie-là, même si les choses n'étaient pas simples et que tu as dû travailler pour et que c'est un cheminement qui continue. Mais j'ai l'impression que tu avais la sensation, l'intime conviction que tu avais une mission, que tu avais quelque chose à apporter à ton entourage. Ouais, je pense que je suis beaucoup à l'écoute en général. Bon, après, des fois on écoute sans écouter, hein. Des fois on écoute quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on écoute l'âme? Parce que quand on dit écouter, c'est écouter à plusieurs dimensions. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est la personne que tu écoutes? On peut écouter en regardant, on peut écouter le corps de l'autre, on peut écouter, voilà. Ce que je pense essayer de faire et d'approfondir le plus, c'est l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi, dans un champ un peu plus court et dans un champ un peu plus large et dans un champ encore plus large. C'est d'essayer de me connecter, si je pouvais rêver de moi demain, c'est me connecter à l'univers tout entier et de ressentir toute l'humanité qui est dans l'univers et de danser avec et d'aller dans ce rythme. Donc, c'est une phrase que j'ai reprise de ton livre que j'adore, que j'avais... Rappelle-toi, je t'avais même envoyé un petit message quand j'ai terminé ton livre. Tu dis toujours qu'il faut danser le chant et chanter la danse. Ah, et danser, chanter la vie aussi. Oui, danser le chant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne danse plus comme un danseur. Je danse comme un chanteur qui chante comme un danseur. Oui, je trouve ça vraiment poétique et c'est quelque chose qui devrait s'appliquer à tout être humain. Sur ces belles paroles, on va écouter un morceau. Folomon. Folomon. Ma Folomon, Yana. Me yala no mono no na yala bandayo. Kata no soy, ayongolo kembi. Mamangato na na, babelata wakaben. Mamangazuna na na tawakabum Obom bom 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 gonna samani tulu Mama follow monu Mama follow monu aye
na babela tawakabum oh mamangazona na tawakabum oba wangumbongone samana tune mama fala mane ma folle mane aïe aïe Quel magnifique morceau. Donc Folomon, donc en collaboration avec Alexia Waku, c'est bien ça? Oui, Alexia Waku, l'immense voix congolaise Alexia Waku. C'est toute une famille, hein, les Waku. Et elle a notamment travaillé avec Lara Fabian, avec Axel Red, c'était sa choriste principale. Et elle fait beaucoup de backing vocals, même. Elle a travaillé avec pas mal de stars, avec Ophélie Winter, par exemple, aussi. Très bien. Ben, si elle a des projets personnels, ça m'intéresserait de la rencontrer et de l'interviewer. Là, elle a décidé d'aller vivre au Congo pour développer justement la musique là-bas, mais je te tiendrai au courant quand elle est ici. Avec plaisir, elle viendra ici. Ah, ben, ça sera un plaisir pour moi aussi de la recevoir et de la faire connaître. Ouais, j'ai beaucoup appris d'elle. Ah, ben, très bien. Et donc, que signifie Folomon? Follow, ça veut dire bercer. Mon, c'est l'enfant. C'est une chanson qui est inspirée des berceuses chantées par les femmes en Afrique. D'ailleurs, il y a une version de ma mère, hein, Folomon. Il y a une version où c'est elle qui chante. Ah d'accord, on l'écoutera une prochaine fois. Bien sûr, donc voilà, c'est une berceuse. En parlant de signification, j'ai deux questions. La première, que signifie Zam? Ah, Zam. Zam, ça veut dire, il y a deux significations en effet. Zam, ça veut dire exquis. Ou quand on dit bon appétit, on dit mbamba zam. Mbamba, c'est bonne. Zam, dégustation. Bon appétit. Bon appétit, zam. Ça veut dire sucré aussi, mais il y a aussi une signification qui veut dire lèpre. D'accord. C'est un peu ambivalent. Oui, on revient un peu à la question du début. Donc, encore une fois, c'était en toi. Et donc, ouais, mais c'est en l'humain. Je veux dire, le corps humain, il y a un côté obscur, un côté soleil. Hein. Oui.
la vie, en fait, tout peut être utilisé de manière négative, de manière positive. Donc, du coup, je retrouve ça également dans le bouddhisme, qui est la symbolique de la fleur de lotus. La fleur de lotus peut pousser dans la boue. La boue, elle ne peut pousser que dans la boue. La boue symbolise ce qui est négatif. Et la fleur, elle est magnifique, la fleur de lotus. On la connaît tous, la fleur de lotus. Elle ne peut s'épanouir que dans un terreau complètement négatif. Oui, mais quand je disais que c'était en toi, ça voulait dire que ton grand-père est quelque part là aussi. Oui, bien sûr. Ça fait partie de tes origines et que donc, tu es le descendant de ton grand-père qui avait donc la lèvre, mais du coup tu as cet héritage-là et que tu as su transformer un peu comme la fleur de lotus en quelque chose de beau. Merci. Et le deuxième mot que tu vas nous expliquer, c'est Nyanga, qui est le nom de ton ASBL et donc de ta compagnie, qui signifie beauté, création de valeur, élégance et prestige. En général, une femme qui se maintient bien, qui ne se laisse pas vaincre par la vieillesse, qui reste jeune éternellement, on dit qu'elle est Mamie Nyanga. Un peu comme ta maman. Un peu comme toi, un peu comme Achaïs. On est vieille. Non, je veux dire la jeunesse éternelle. Là, oui. Tu sais, être vieille en Afrique, c'est un honneur. Hein. Oui, tout à fait. Et cette danse-là, justement, qui est, quand tu ramollis le buste, en fait, tu ramollis le buste pour montrer les seins qui ressemblent aux tongs, aux tapettes. Et tu fais ça pour montrer que tu as eu, enfin, la beauté d'une femme, c'est qu'elle a eu les enfants, c'est qu'elle est une maman. Et puis, des fois, les maris appellent leur femme maman. Hé, maman, pourquoi tu me fais ça? Alors qu'ici, tu dis à une femme maman. On n'aime pas trop. Dans une culture. Donc, voilà. Donc, Mamie Nyanga, ça porte tout ça. Et puis, moi, je creuse un peu la signification des mots, des concepts. Il faut les conceptualiser aussi. Donc, du coup, les significations peuvent être multiples et plus approfondies et philosophiques. Pour parler justement, donc Nyanga qui signifie beauté, dans ton livre, tu parles du fait que au Cameroun, les gens te trouvaient beau, mais qu'ils trouvaient aussi que tu avais un nez de blanc et des oreilles de blanc, et que les gens pensaient que tu étais soit métis, soit brésilien. Alors, comment ça encore aujourd'hui, tout le monde me dit tu es brésilien. Avec mes locks, c'est tout comme quoi, les délits de faciès, tu vois. Hein. Oui. Bon, c'est toujours plus sympa de passer pour quelqu'un de beau. Mais c'est n'importe quoi. En plus, j'ai gagné un titre de beauté d'ailleurs. C'était con d'aller faire ça, mais bon, au Cameroun. Et pourquoi on doit te juger parce que tu es plus quelque chose physiquement que l'autre. Et avec toutes ces problématiques de peau en Afrique, justement, les gens qui sont un peu plus clairs de peau, pourquoi ils doivent avoir... Enfin bref, je trouve ça complètement débile. Oui. Mais par contre, je sais aussi que je suis entré dans certains milieux parce que j'étais ce que j'étais physiquement. Je me rappelle très bien que mes amis qui n'étaient pas... Encore que, franchement, j'ai porté ça comme un poids longtemps parce que quand tu relativises, ça veut dire quoi être beau en fait. Mais la société, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as une certaine réputation et tu as des portes qui s'ouvrent, qui se ferment en fonction de ce que tu es. C'est même aller jusqu'à... je vais le dire quand même, je vais oser le dire, jusqu'à ma meilleure amie, parce qu'on était mannequins ensemble et tout, a épousé le président, elle avait 25 ans. Chantal Biya. Tu vois, on était dans le même groupe et on nous taxait de le groupe des beaux là. Et les portes s'ouvraient devant nous, on allait partout, enfin bref. Et moi, justement, j'ai créé la compagnie de danse au Cameroun parce que... je voulais quelque chose qui englobe tout le monde sans discrimination, quelque part. C'est une discrimination déguisée, en fait, hein, quelque part. Bien sûr. Et aussi, ou dans des relations, des fois, tu es dans une relation où tu es instrumentalisé, où tu es pris pour un trophée, où ça nous arrive à tous. De toute façon, les Africains, des fois, on dit « Ah oui, sortir avec une Africaine, c'est chouette, hein !» Et sortir avec un Africain, waouh, il y a tous des trucs comme ça autour de... Le fantasme. Voilà. C'est difficile à porter ce genre de choses. Hein. Je trouve qu'on est tous égaux et la véritable... Et après, hein, je ne vais pas faire la langue de bois. Je sais qu'il y a... On décrit 3 trésors qui sont le trésor du corps, qui est l'aspect physique. Il y a quand même un minimum. Et la santé et l'intellect. La beauté physique, la santé et l'intellect. Ça, c'est le trésor du corps. Les trésors du grenier sont... la richesse et les acquis. Et le trésor du cœur, qui est le plus important, c'est l'humanisme.
C'est ça qui ne vieillit pas. C'est ça qui peut rejaillir, qui peut te faire avoir les deux autres, en fait. Donc, finalement, il faut juste être à la recherche du trésor du cœur, qui est ce qui va vraiment impacter la société, ce qu'on va retenir quand on va mourir. C'est ça, c'est le trésor du cœur. Oui, c'est ce que tu dis dans ton livre, en fait. C'était une question qui te taraude, c'est qu'est-ce qu'on va dire quand je vais mourir? Merci, j'espère qu'on va dire merci. Combien de personnes vont me dire merci quand je vais mourir? Acha Isso, voulais-tu poser une question à Zam? Oui, tout à fait. 2 questions. Donc, une par rapport à ce qui s'est dit juste avant l'intermède musical, donc sur la traversée du désert. Donc, qui est de savoir à quel moment on sait qu'on est face à cette traversée du désert. Donc, un peu à son moment initiatique de vie. Et puis, par rapport à ce qui vient de se dire, donc c'est bien de chercher les trésors du corps, du cœur, etc. Mais est-ce que, Zam, vous n'avez pas l'impression que ça a été biaisé? Que maintenant, en fait, on ne recherche plus ça parce qu'il y a d'autres, on peut dire, valeurs, entre guillemets, qui sont mises en avant et qui, finalement, rapportent plus vite et on a l'impression qu'il n'y a pas de contrepartie. Évidemment, ça a été biaisé. Bien sûr que ça a été biaisé. Parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On vit en une sorte de chaos où l'essentiel a été biaisé. C'est-à-dire, l'objectif principal, pour moi, doit être directement, mais vraiment sans compromis, rechercher l'humain, l'humanité derrière. On doit plutôt faire cette concurrence-là de qui sera le plus humaniste, humain que l'autre. Évidemment, ça a été biaisé, et parce que ça a été biaisé, parce que les valeurs, quelles sont les valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met en avant? Des fois, c'est l'argent, des fois, c'est des relations de manipulation, des fois, voilà, de pouvoir. Donc, et on a un résultat. Donc, c'est cohérent, les résultats qu'on a aujourd'hui. Ce chaos qu'on vit veut dire qu'on doit vraiment revenir à la base des valeurs. C'est quoi les valeurs? Et par rapport à la première question, et c'est même lié d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, quand on fait un bilan de sa vie, des fois, on se retrouve dans des situations où rien ne va. Vraiment, rien ne va. Que toutes les stratégies qu'on a déjà épuisées, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là qu'on doit se dresser seul. Parce qu'en fait, quand rien ne va, on a tendance à dire c'est la faute de tel, c'est parce que ceci, c'est parce que mon père est décédé, c'est parce que... Enfin bref. Et on tourne en rond, on se met devant comme si on est devant un désert. Est-ce qu'on va avoir le courage de reprendre sa vie en main, de se dresser seul, de faire ce chemin? En fait, ce que j'appelle le désert, finalement, c'est un voyage vers son intérieur, finalement, qui est le meilleur des voyages, d'aller faire cette introspection qui est la dimension de ce désert et d'aller trouver vraiment son véritable soi et repartir de là. Parce que des fois, on est au-dessus de beaucoup de schémas établis, au-dessus de beaucoup de... Est-ce qu'on se définit dans le regard de l'autre, dans le regard de notre famille, de notre... Beaucoup de compromis. Alors, quand on va décider de faire ce chemin, on sera seul. Parce qu'il y a des gens qui vont nous tourner le dos. Parce qu'on va se dire, mais c'est bizarre. Pour la petite histoire, un exemple très concret, c'est que ce bouddhisme-ci, que je pratique, est né d'un prince qu'on appelle Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama était un prince indien qui a été couvé depuis sa jeunesse. Il n'avait jamais vu quelqu'un de malade, il n'avait jamais vu quelqu'un qui est mort, il n'avait jamais vu quelqu'un qui était vieux. Bref, les 4 souffrances fondamentales qui sont la vieillesse, la maladie et la mort, lui ont été cachées. La vieillesse, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Parce que la naissance, c'est une souffrance aussi. Lui ont été cachés. Alors, la symbolique veut qu'il est sorti dans chaque coin du palais et il a vu quelqu'un qui est mort de l'autre côté, parce que c'était tout en mur. Et il a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Il y a quelqu'un qui est bizarre, là. Il y a quelqu'un qui... Enfin, il a donc décidé de faire sa traversée du désert. C'est-à-dire, ça l'a questionné. Il a décidé d'aller trouver les réponses à pourquoi on est, pourquoi on meurt, pourquoi on meurt, pourquoi on est malade. Et ça lui a pris 50 ans où il a quand même laissé une femme, parce qu'il devait reprendre le trône de son père, une femme enceinte et tout, et tout, et tout. Et il a atteint l'illumination. Donc il a traversé son désert, au-delà de son désert, il a trouvé son illumination, il est revenu avec cette illumination, et il a donc englobé toute sa famille qui est devenue aussi bouddhiste. Donc le Bouddha fondamental est né de quelque part, il a désobéi à la piété filiale, quelque part on va dire. Mais c'était pour revenir avec sa vérité après sa traversée du désert, qui est finalement des questions, des points d'interrogation qu'on peut se poser tous à un moment donné de pourquoi ceci m'arrive en fait. Oui, il y a juste par rapport au fait qu'on est seul, merci Acha Isso et bienvenue. Donc
Donc la question c'était pourquoi est-ce que ça m'arrive, etc. Je suis seule et je dois me dresser. Mais dans ton livre, tu parles du fait que ton dossier revenait chaque fois en dessous de la pile. Donc à un moment donné, il y a des éléments parfois qui ne sont pas... Je parle du dossier de demande d'asile qui ne dépendent pas toujours de nous et où finalement on apprend ce genre d'infos et on se dit ouïe, en fait, j'aurais pas pu faire grand-chose. Si quelqu'un à chaque fois remet mon dossier en dessous de la pile, ça ne dépend pas de moi. Ah oui, bien sûr, ce ne sera pas normal, on ne sera pas un être humain si on ne réfléchit pas comme ça. Donc, évidemment, c'est l'autre qui a pris mon dossier. Mais quand tu creuses un peu plus, bon, moi je fais cet entraînement spirituel depuis longtemps, depuis plus de 30, je vais atteindre 30 ans de pratique. Et aujourd'hui, justement, moi, j'ai l'honneur de faire partie des personnes qui vont donner des conférences, des cours, si tu veux, des cours basés, parce que il y a toute une partie philosophique, pratiquement à niveau universitaire et très, très sophistiquée, qui te parle de, justement, la personne qui prend ton dossier, qui le met sous la pile, qui le met en dessous de la pile. Eh bien, on t'explique qu'en fait, de manière vibratoire, vous êtes interconnectés. Parce que c'est juste la conséquence d'un facteur qui a un écho avec quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est et qui doit bouger. Donc, c'est justement le karma. Donc, du coup, évidemment qu'on est tous interconnectés quand tu regardes vraiment au fond. C'est-à-dire, si tu fais du mal à ton prochain, tu reçois. Après, l'échelonnement des causes et effets se fait dans l'étendue de toute ta vie et va aussi avoir, nous qui croyons à la vie passée, des connexions avec quelque chose qui s'est passé dans la vie passée et qui fait qu'après, on ne peut pas vraiment établir ça. L'être humain a beau vouloir établir des lois, mais il y a une loi qui dépasse toutes les lois établies par l'humain, c'est la loi ultime de l'univers, qui, elle, répond à toute cette interconnexion entre toi et cette personne qui va mettre ton dossier sous la pile d'en bas. Tant mieux de penser comme ça, parce qu'en fait, tu reprends ton destin en main. Et c'est voir le verre à moitié plein. Et tu ne l'accuses pas. Oui, tout parce à que fait. tu dis, voilà. Il y a une explication. S'il y a une explication, il y a aussi une solution, en fait. Oui, c'est une façon très optimiste de voir la vie et c'est ça qui fait avancer, je pense aussi. C'est prendre l'entière responsabilité de la situation. Oui. Je me permets de lire encore une phrase dans ton livre. « Si je veux éveiller les consciences, il faut que ma conscience à moi soit d'abord éveillée en m'exprimant librement par rapport à l'art que j'ai choisi, hors de toute censure. » Je déteste la censure. Je déteste, s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est la censure. C'est censurer les gens parce qu'ils sont africains, alors pour avoir les visas, il faut qu'ils demandent 4 mois avant, sachant qu'on va faire une enquête pour savoir si tu vas l'avoir ou pas. Après, peut-être qu'il y a une chance sur 10 que tu l'aies. Alors que quand moi je vais au Burkina Faso, je dépose mon visa à 10h du matin, j'ai mon passeport à 10h du matin, j'ai le visa à 15h. Enfin, pour moi, pour le coup, les étrangers sont quelque part censurés. Alors que la terre n'appartient à personne. La censure des LGBTQI, aujourd'hui, je pense que s'il y a bien, à part la problématique du coronavirus qui est d'actualité aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui est mis sur la table depuis un moment, c'est la question du climat et la question de la discrimination, du respect de l'autre, de ne pas censurer l'autre. Eh bien, on a tous en nous, cette graine. Qui d'entre nous n'a jamais pensé que l'autre là, j'ai envie un peu de l'étrangler ou quoi. En fait, quand il y a un problème, on a tous déjà eu à penser que pourquoi il m'a fait ça? Oui, ça peut être son voisin du dessus aussi. Mais c'est humain. Oui. C'est humain. Et ça va plus loin parce que les grands philosophes, notamment qui étudient la question de la guerre, te disent qu'en fait, la guerre, finalement, la bombe atomique, par exemple, qui est l'extrême, ou alors le terrorisme, le mal extrême, et la graine finalement naît à l'intérieur du corps humain. Tout à fait. Et comme la graine naît à l'intérieur du corps humain, c'est là où il faut le combattre, parce que finalement les grandes révolutions ne servent à rien. C'est diriger le problème à l'extérieur, alors que le problème naît de... Alors, quand je parle de corps humain, je parle de corps humain, point. Pas le corps humain d'un X, Y, Z. Donc du coup, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous comme manifestation du mal, on doit rapidement
commencer à anticiper cette graine du mal à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pas grave, parce qu'il y a aussi la graine du bien. Et la graine du bien, elle domine la graine du mal. Donc, en fait, le travail, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, mon premier travail, c'est de travailler sur... entraîner ma graine du mal à dominer ma graine du bien, à dominer ma graine du mal, et pour que les deux fassent le bien à valeur absolue. Je suis fasciné par ce travail. Mais oui. Franchement. Donc, en fait, tout ce que tu appelles censure, c'est le début déjà de la discrimination. C'est le début de juger l'autre. C'est le début qui peut donner ce tsunami de malheur, de non-création de valeur dans l'humanité, en fait. Avant de parler de ton spectacle, je voudrais juste aborder un dernier aspect de ton livre qui chapeaute un peu le pourquoi de l'écriture de ton livre. Donc, page 157, tu dis « Ce livre est un challenge où je me pose 2 questions. Peut-il vraiment servir ? Et n'est-il pas dangereux de remuer tout cela ? Ne risque-t-il pas, en braquant les autorités, d'aggraver la situation des homosexuels au Cameroun ou même dans d'autres pays africains où leur situation n'est pas plus enviable ?» Donc, sans vouloir parler absolument de la question des homosexuels, la question de pourquoi écrire un livre et qu'est-ce que ça peut apporter au monde. Oui, je me repose toujours la même question. Pourquoi j'ai écrit ce livre, en fait? Quand je regarde bien avec le recul, est-ce que je l'ai écrit parce que je veux que mon visage soit qui est là, comme ça, comme un avatar sur la couverture? Très belle photo, d'ailleurs. Non, c'est photoshopé, maquillé. Ah non, on ne dit pas. Tu es beau aussi, en vrai. Hein. Bon, écoute, merci, je prends. Oui, la question reste, et c'est là où je te répondrai à une réponse assez claire, c'est je continue l'introspection, je continue la remise en question des choses que j'ai faites, même si j'assume, et des choses que je ferai, et de ce que je fais maintenant. Je continue. Non, pour moi, la vie n'est pas figée, ça bouge. Même une vérité, aujourd'hui, peut ne pas être une vérité demain. Donc c'est à nous de nous adapter avec le changement des choses. Donc un livre comme ça, oui, la question reste. Mais après, quand je dialogue avec des gens qui m'ont dit ça a inspiré, si ça a inspiré au moins une seule personne, j'ai déjà réussi. Ça m'a inspiré. Ah ben voilà. Parce que là aussi, la question du nombre, c'est OK, par rapport au buzz, combien de morts il y a eu? S'il y a 1000 morts, on commence à faire attention. S'il y a 1 mort, on s'en fout un peu. Oui. On minimise... Et le mort au kilomètre, en fonction de s'il est ici ou en Chine. Voilà, on minimise l'humain, on instrumentalise l'humain, on le quantifie comme si une seule personne est importante, en fait. Bien sûr. Très importante. Parce que cette personne, c'est aussi nous. Évidemment. Le livre a eu le prix du roman gay à Paris, donc félicitations. Oui. Merci. J'étais très étonné. La première fois que je sors un livre, et puis l'éditeur m'appelle, il me dit « il faut que tu ailles à Paris recevoir le prix ». Ben, j'étais à Paris recevoir le prix. Alors je vais lui dire, comme il y a un prix, on va faire notre livre alors. Exactement, c'est super, en tout cas bravo. J'ai oublié de vous signaler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 02 640 87 17 ou sur la page Facebook de la Diaspora Chuchote. Nous répondrons à vos questions avant 17h, sinon nous relayerons les questions à ZAM. Voilà. Donc maintenant, nous allons quand même aborder la question du spectacle. Donc ton spectacle aura lieu le 27 mars à partir de 18h30 à l'Espace Sangor dans le cadre du festival Regards croisés Afrique-Europe. Oui, voilà. Je vous rappelle qu'il y a 300 places, donc on est en deçà de la limite pour les salles de théâtre et les regroupements à l'intérieur à cause du coronavirus. Donc vous pouvez venir encore au spectacle. Donc il y a 300 places. Oui, le spectacle, ça a été un peu... ça fait longtemps que je le travaille, ce spectacle. C'est la 2e résidence. Et là, on a eu 3 résidences. Et là, on est à la fois à la Maison qui chante... en résidence là-bas et au Senghor. Et la difficulté a été de trouver l'aspect que je voulais développer. Donc moi, j'ai juste développé l'aspect du rejet, en fait. Et le rejet qui concerne tout le monde, parce que je voulais pas focaliser sur moi, sinon à ce moment-là, je fais en solo. C'était pas intéressant. Et on a ciblé sur les lépreux. C'est-à-dire, on est parti sur la thématique des lépreux, sur l'inspiration de leur danse et de leur concept et de pourquoi ils dansent et pourquoi ils... Voilà. Donc l'idée, au cours du spectacle, on voit vraiment un combat contre la maladie avec une intention des bras pas allongés en fait. Donc c'est assez difficile pour les danseurs de travailler avec les bras pliés,
tout le temps. Et puis après, il y a aussi une symbolique de la déesse Ngurumbang, qui est représentée par une magnifique danseuse d'origine mozambicaine, Marcia Gudo. Et elle vient comme si elle va libérer les gens du mal qui les habite. Et elle les soigne. Et voilà, c'est un spectacle qui finalement met des tableaux. On essaie de mettre des tableaux où les gens vont retrouver le rejet et le fait aussi de la naissance, d'une mauvaise naissance et le rejet. Tout au long du spectacle, on voit vraiment que le rejet. Et le spectacle, c'est 4 danseuses en fait. Donc il y a Vanessa, il y a Aurélie. Vanessa, elle est belge, Aurélie est française. Il y a une chanteuse-danseuse, Maria Kelsey, qui est d'origine argentine. Et puis il y a un guitariste et puis il y a aussi un batteur. Mais j'ai beaucoup travaillé avec les symboliques des musiques de ces rituels, des rituels écans de chez nous. Et c'est assez intéressant. Je le vis comme un rituel. Hein. C'est pas un spectacle basé sur la performance physique ou encore qu'il y en a. Et technique, elle va chercher le mobile, c'est de chercher l'impulsion, de chercher l'intention et de transpirer le propos, quoi. Pourquoi tu choisis des danseuses alors que la lèpre, ça touche aussi bien les hommes que les femmes? Déjà, il y aura des scènes où elles vont reproduire un peu les femmes qui m'ont... je travaille beaucoup avec la féminité de toute façon. Et puis j'aurais voulu travailler avec un danseur qui est sorti de chez Teresa Kersmaker, d'origine mozambicaine aussi. Mais il a eu un contrat avec Pina Bausch, donc voilà, il a choisi d'aller là-bas, je comprends. Et aussi, je voulais faire venir également un comédien pour faire une narration, et puis il n'a pas eu son visa. Oh, c'est toujours triste, hein. On se dit, c'est incroyable, c'est toujours pareil. Mais c'est dommage, mais bon, on va... L'Europe se ferme. Oui, on va envoyer des ondes positives pour que les choses changent. Il faut que ça change. On ne peut pas empêcher les artistes de circuler, c'est pas normal. Il faut que ça change. Très bien. Et donc tu abordes le thème du rejet et donc le thème aussi de trouver sa place, j'imagine. Oui, qui dit rejet, dit trouver sa place. Et alors, le spectacle, c'est le 27 à l'espace Senghor. C'est le centre culturel des Terbeek le spectacle lui-même commence à 20h, mais au départ, il y a des animations avec des percussionnistes, puis un buffet africain aussi. Et donc ce festival Regard Croisé, c'est quoi? Regard Croisé, c'est Regard Croisé Afrique-Europe, qui a eu lieu au Senghor pendant 3 jours, le 26, le 27, le 28 mars. Mais donc c'est un festival qui regroupe toutes sortes de disciplines? Oui, le slam, la musique, la danse et le cinéma. Ouais, très bien. C'est multidisciplinaire. Très bien. Et donc au niveau du processus, j'aime toujours savoir quel est le processus de création. Je ne pars pas avec, je n'impose pas les choses aux danseurs. Hein. J'essaye d'aller les chercher, mais par contre, je vois déjà où ils peuvent aller et je les accompagne où ils peuvent aller. Et c'est le thème le plus important, donc il faut que les gens soient imprégnés du thème. C'est le thème qui doit transcender tout. Même les limites physiques et tout. Et alors, je connais déjà vaguement ce que je propose comme squelette et j'inspire les autres à y mettre du contenu. Donc, voilà. Et après, si quelqu'un a besoin d'être plus accompagné, je le fais, quoi. Ce sont toutes des danseuses professionnelles? Oui. Et est-ce qu'il t'arrive Il y en a qui ont été formés voilà. avec moi. Oui, il m'arrive de travailler avec des amateurs, c'est ça la question. Déjà, je déteste le mot, encore une fois... professionnel et amateur. Professionnel, parce que qui est amateur, qui est professionnel, toutes ces femmes qui chantent en Afrique magnifiquement bien, elles sont quoi? Elles sont amateurs. Je sais pas moi. Oui, où est la limite? Où est-ce que ça commence, le professionnalisme? C'est peut-être... Oui, c'est des mots... Est-ce qu'on est payé quand on a des contrats? On ne sait pas, en fait. C'est vrai que c'est flou. Ce qui m'a fait quitter le jury, j'étais dans le jury... de la communauté française, j'ai vu comment on gérait les spectacles des gens. Qui êtes-vous? C'est complètement subjectif d'ailleurs. Donc un jury pour octroyer des financements? Oui, c'est ça. Et on était payé pour regarder les spectacles, pour les juger. Mes respects, hein, je n'ai rien contre la communauté française, je n'ai rien contre le jury, mais...
C'était une expérience à vivre. Moi, en tant qu'artiste, j'étais mal à l'aise d'être là en tant qu'artiste, de juger le travail des autres. Parce qu'une fois que quelqu'un a déjà eu le courage de sortir quelque chose de son imagination, c'est déjà magnifique, en fait. Et juger les gens sur le coup. C'est pour ça aussi que je ne suis pas trop dans la prise de tête des diffusions, des machins, des ceci. Je vis comme ce que la vie me donne, je prends. Et je suis déjà très heureux comme ça. Donc, pour revenir aux amateurs, pas amateurs, moi, mon maître de danse, c'est Pina Bausch. Oui. Et Pina Bausch, elle fait danser quelqu'un de 80 ans comme quelqu'un de 16 ans. Elle fait danser les amateurs comme les professionnels. Enfin, voilà. Ce qui est important, c'est d'aller, au niveau chorégraphique, je crois que ce qui est important, c'est d'aller chercher la pulsion chez la personne même qui se croit incapable et de magnifier cette pulsion et de transformer la situation. C'est ça l'œuvre chorégraphique. Et la chorégraphie, c'est pas forcément 1000 pirouettes, un saut olympique, une acrobatie, on s'en fout. En fait, moi, je m'en fous, mais complètement, parce que quand tu regardes le cercle de danse à l'africaine, tu as la grand-mère, tu as la fille, tu as la petite fille, et bien celle que je regarde, c'est la grand-mère. Parce qu'il y a une telle intensité dans son corps, alors qu'ils font le même mouvement, mais le plus jeune saute là-bas, je ne sais pas où, alors que la grand-mère, elle met juste son expérience, et c'est juste renversant et bluffant d'authenticité, oui. Finalement. Et c'est un spectacle accessible à tous, aux grands et aux petits ? Ici en Europe, les spectacles de danse contemporaine, c'est assez dur quand même. Hein. Après, c'est au cas par cas, je ne sais pas. Non, je n'ai pas assez de recul. Mais c'est un spectacle qui parle quand même d'un sujet assez poignant. Donc voilà. D'accord, très bien. Donc on répète, c'est le 27 mars à partir de 18h à l'espace Sangor dans le cadre du festival Regards croisés. J'ai une question à te poser concernant tes projets futurs. Donc après le 27 mars, as-tu déjà des projets, que ce soit en danse, en musique ou autre ? Forcément, ce spectacle-là, il va forcément tourner. Donc on a déjà des dates au Burkina. Et sûrement aussi, après, je ne sais pas comment ça va évoluer avec le coronavirus, là. Et aussi en Europe de l'Est, dans quelques festivals, ici à Liège aussi. Et je suis en train de peaufiner aussi vraiment sérieusement ma carrière de chanteur. Donc j'ai des rendez-vous, notamment, j'ai déjà un chargé de production, mais là j'ai des rendez-vous avec des agents et tout, pour voir comment diffuser tout ça. Et donc, de peaufiner, de mettre sur pied une carrière musicale avec les réalités qu'on a aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, machin, tout a changé. On devient nous-mêmes producteurs, donc il faut étudier comment gérer le public, les réseaux. Combien êtes-vous dans la SBL ? Combien on est ? Oui, à travailler, à faire tout ce travail de production. On est deux membres actifs, non, 3 membres actifs. Moi, je suis un des membres fondateurs. Il y a une présidente qui est plus un prête-nom et qui est là quand il faut. Et voilà, on est 3. On est donc au quotidien, quand il faut prendre les coups de fil, lire les mails, chercher les subventions, etc. Et puis, ton téléphone aujourd'hui, ton bureau, c'est ton smartphone. Oui. C'est ton smartphone. Ça va très vite aujourd'hui. Hein. Tu peux travailler dans le bus, tu peux travailler partout. C'est vrai. Mais bon, il y a une très belle synergie entre nous. Et alors, pour parler de projet aussi, donc voilà. Pour l'instant, c'est surtout pour finir cette carrière, terminer cette création, la diffuser. Et puis, le single là, j'ai une production qui est à Paris aussi, qui attend. Il y a 3 chansons. Il y a une des chansons qu'on a écoutées là, Divorce. Il y a encore 3 singles qui arrivent pour la production parisienne. Donc voilà. Il n'y a pas de concert prévu bientôt ? Ici, à Bruxelles, non. Il y a des concerts, mais pas à Bruxelles. Évidemment, tu nous tiendras au courant des prochaines dates. En tout cas, merci Zam pour tout ce beau témoignage et ta belle énergie. En tout cas, c'est très inspirant pour nous tous. Et donc, n'hésitez pas à aller voir son spectacle à l'espace Sangor le 27 du 3 à 18h30. Le spectacle porte le même nom que le livre, Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, édité par Méo. Le livre se trouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Oui, bien sûr, à Fnac aussi.
On peut le commander aussi. Très bien. Amazon, on n'aime pas beaucoup Amazon. Non, mais c'est vrai que si on est loin et en plus avec le coronavirus, je crois qu'on a plus... Oui, voilà, je vous conseille de lire maintenant, justement avec les quarantaines et tout. Voilà. C'est le temps de lire, de s'occuper de soi, de s'informer. Et je vous invite au spectacle à Chaïsso. Isabelle, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. C'est super. En tout cas, nous allons nous quitter avec une chanson de Calco qui s'appelle Parfum Nayo. Et merci à tous. À bientôt dans Un rond dans un carré. Et merci à Chaïsso de la Diaspora Chuchote. Bon après-midi. Au revoir.